Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons le 235e épisode le 29 juin 2021. Vous allez bientôt pouvoir installer des applications Android sur votre PC grâce à Windows 11. Bon, encore faudra-t-il pouvoir installer Windows 11 en ayant un matériel compatible. Et puis pour le moment, justement à ce sujet, rien n'est vraiment clair malgré la présentation officielle de cette future version du système d'exploitation de Microsoft qui a eu lieu la semaine dernière. On va en parler dans cet épisode. Et puis en seconde partie, des nouvelles directes du dark web, ou presque. Vous donnerons des nouvelles de Clop. On vous en avait parlé dans le dernier épisode, le groupe qui organise des ransomware et qui avait été arrêté en Ukraine. On aura aussi des nouvelles d'une disparition de 69 000 bitcoins en Afrique du Sud. Et puis si vous êtes inscrit sur LinkedIn, surtout écoutez-nous parce qu'il y a des nouvelles peu réjouissantes aussi sur ce sujet. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve celui qui est à l'actu tech, ce que les DVD de long métrage de Walt Disney sont aux classes de fin d'année. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggias-Pala. Salut Guillaume. Oui, voilà, donc bientôt remplacé par du MP4, vraisemblablement. Ah, j'y avais pas pensé, mais de ce que j'ai cru comprendre, dans l'école de mon fils, c'est encore des bons vieux DVD, j'ai l'impression. Non, je peux compter sur l'éducation nationale pour durer encore un petit peu, je pense. pour garder les bons vieux formats qui marchent bien jusqu'à ce qu'ils crèvent. Très bien. Merci beaucoup Guillaume de ta présence. Et puis, je dois dire qu'on se lasse pas non plus de la présence à nos côtés du fer de lance de l'actu tech et de Microsoft en particulier. Journaliste chez Frandroid, serial chroniqueur dans les podcasts tech, c'est Cassim Ketfi. Salut Cassim. Salut. Coucou. Et tu enregistres cet épisode, Cassim, roulement de tambour, sur une version bêta de Windows 11. Alors autant vous dire que j'ai activé l'enregistrement sur le cloud avec Skype qu'on utilise, mais voilà, c'est un petit peu sans filet, mais ça va être la preuve par la démonstration de la part de Cassim que cette version bêta de Windows 11 est déjà suffisamment stable pour en faire une machine qui permet d'enregistrer un podcast. C'est magnifique. Ne faites pas ça chez vous et c'est surtout pas recommandé. Faut pas faire ça. C'est mal. C'est pas bien, mais effectivement, tu le fais pour la beauté du geste et on t'en remercie. Merci beaucoup à Lolom22 qui avait déposé un avis sur Apple Podcast. Il disait un podcast tech qui parle vraiment de tech, parfaitement conduit par un Guillaume sympa qui se met à notre portée avec une expertise passionnante d'un deuxième Guillaume, pardon. Il est sympa aussi, sans doute un des meilleurs podcasts tech, si ce n'est le meilleur. Bravo également à tous les autres invités. Longue vie à Tech Café et à la chronique des composants uniques en son genre. Merci beaucoup à toi, Lolom22, d'avoir déposé un avis sur Apple Podcast. Vous aussi, faites comme lui, faites-nous part de ce que vous pensez du podcast avec 5 étoiles. C'est la seule note qu'on accepte et avec des commentaires tous très positifs forcément. Cassim, Guillaume, je voulais vous informer parce qu'on a des nouvelles études sur le bonheur qui sont tombées. On pourra d'ailleurs en parler dans Relife, un autre podcast sur l'amélioration du quotidien et le développement personnel auquel je participe. Mais figurez-vous que le top 3 des trucs qui apportent le plus de bonheur est arrivé d'après une étude là mise à l'épreuve d'une communauté scientifique très solide. Je vais vous citer le top 3. Alors en 3, il y a prendre un verre en terrasse. Il semblerait que ce soit vraiment un des trucs qui apporte le plus de bonheur. En 2, il y a profiter du soleil durant un mois de juin 2021, c'est tellement rare qu'a priori ça apporte énormément de satisfaction. Et le numéro 1, vous allez pas y croire, c'est soutenir Tech Café avec un financement participatif récurrent. Alors en plus ça coûte moins cher que le verre en terrasse et moins cher que la crème solaire pour vous protéger du soleil ou d'ailleurs du parapluie, c'est son nom. Et puis ça vous permet de soutenir notre travail, de montrer que notre régularité et notre présence vous inspirent confiance et que vous passez un moment de divertissement intelligent. Alors pour ce faire, c'est hyper simple, en quelques secondes, ça peut être bouclé, foncez sur patreon.com/techcafé. Grâce à ça, vous pourrez même faire sauter la pub que vous avez peut-être entendue en début d'épisode. Sans autre forme de procès, on va effectivement vous parler de Windows 11 parce qu'on avait déjà relayé, grâce à Cassim, la version qui avait fuité de Windows 11, qui s'est avérée être en fait assez, par certains aspects, différente de la version de Windows 11 qui a été présentée en bonne et due forme la semaine dernière. On a un relooking assez important de plusieurs détails graphiques qui se confirment, qui vont plus loin que ce que tu avais pu voir, Cassim, sur la version qui avait fuité. Et puis surtout, on sent dans l'ADN de cette nouvelle version de Windows le
télétravail, ou en tout cas les impacts autour du confinement. On a une intégration assez poussée de Teams dans le système d'exploitation directement, des configurations assez intelligentes autour des fenêtres qui retiennent leur disposition avec les écrans externes quand on débranche son ordinateur et qu'on le rebranche ailleurs. On sent qu'il y a encore une fois cet historique de la pandémie et des confinements qui ont influencé le développement de Windows ces derniers mois. Guillaume, forcément, tu as suivi ça de près. Ouais, enfin évidemment, un petit peu, pas d'aussi près que ce que j'aurais voulu, bien entendu. Mais on y reviendra. En fait, oui, oui, comme tu dis, ce qu'on voit immédiatement, c'est une nouvelle interface, hein, très jolie, voilà, avec une barre des tâches centrée, des coins tout ronds. C'est très sympa. On a donc ces lifetiles un petit peu, donc le menu démarrer est au centre, et vrai qu'on a dans ce menu démarrer, on a ces espèces de lifetiles là où on avait les flux d'actualité qui se mis en widget. Donc un petit peu comme sous Windows 7. Voilà, moi j'aimais bien les widgets en fait, hein, depuis Vista. Franchement, les pauvres, ils ont été un petit peu mis à toutes les sauces. Et bon, voilà, le redesign est très agréable. Hein. Il y a des fonctions d'organisation des bureaux que si je trouve très intéressantes, puisque moi j'utilise tout le temps plusieurs bureaux, beaucoup le système d'ancrage aussi, donc je suis assez content de voir le système s'améliorer. Il y a plus de possibilités de disposition, il y a l'ancrage de groupe, il y a plus de personnalisation des bureaux. Il y a la mémorisation de la disposition multi-écran, donc que j'ai beaucoup dont j'ai beaucoup souffert d'ailleurs, parce que ça n'était pas le cas, et c'est vrai que quand j'utilisais 2 écrans, ça m'a pas mal manqué. Donc voilà, oui. Et qui est d'ailleurs là-dessus, ils ont des années, des dizaines d'années, j'ai l'impression, d'avance par rapport à Apple, par rapport à macOS. Hein. Sur la disposition des fenêtres, c'est incroyable. Ah d'accord. Bah écoute, c'est content de le savoir. Donc Windows 11 est aussi plus rapide. Voilà, il rend la navigation plus rapide, même si on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils l'ont pas dit. Mais bon, voilà, ils disent qu'il est plus rapide. Et puis bon, les mises à niveau aussi, les mises à jour sont 40% plus petites. Et, Microsoft se réessaye un petit Windows 8 aussi avec une modification subtile de l'interface quand tu passes en mode tactile. Cette fois, on espère que ça sera quand même plus évident et plus efficace. Et puis bon, voilà, c'est un truc hérité de Windows 10X, probablement. Windows 11 doit beaucoup à Windows 10X et à la pandémie, hein, tu l'as dit. Donc de 10X, on retrouve un petit peu cette interface, cette adaptabilité au PC hybride, voilà, convertible, hein, qui vient de l'époque où on pensait, souvenez-vous, que les trucs en double écran étaient l'avenir, comme le Surface Neo. Et alors que l'avenir, non, c'était de rester enfermé chez soi, H24, 7 jours sur 7, donc presque non, et de faire toute sa vie sur écran. Voilà, le télétravail, le télé-loisir. Tout ça, ça a boosté comme jamais les ventes de PC, qui étaient pourtant déclinantes. Et bon, la vie pro, la vie perso, les moments sociaux, tout ça se mélange un petit peu, se confond, donc résultat, on a passé 75% de temps en plus sous Windows en 2020, donc Windows 11, c'est un système qui est pensé pour notre époque, hein. Du coup, il y a l'intégration de Teams, comme tu le disais. Bon, ça c'est vraiment un symptôme assez évident, quoi, hein. La vidéoconférence est intégrée nativement, avec des petites fonctions qui sont peut-être issues de grands moments de solitude, hein, comme le mute global, cette possibilité de couper le son sur toutes les applis en même temps, qui est très pratique au demeurant, et c'est aussi un coup dur pour Skype d'ailleurs, hein, Skype qui a pourtant été racheté très cher, qui restera dispo évidemment, mais bon, c'est vrai que Teams devient carrément intégré à l'OS, donc qu'est-ce qui lui reste, hein. Donc voilà, oui, bon, après il y a quoi, le Microsoft Store évidemment qui participe aussi de tout ça, tous les divertissements sont là, toutes les applis au même endroit, de Photoshop à TikTok, en passant par Halo, par des films, des séries, et oui, donc TikTok, parce que ouais, je crois que c'était quand même la grosse surprise, enfin, moi ça a vraiment été une grosse surprise pour moi, de voir que le store serait compatible avec plein de trucs, puisqu'il serait compatible avec les applications UWP, hein, donc applications Windows modernes, les applications Windows pas modernes, c'est-à-dire Win32, les Progressive Web Apps, et aussi Android. Et ça via le store Amazon en plus, donc c'est vraiment un partenariat que perso j'aurais pas imaginé. Et tu peux aussi sideloader, d'ailleurs, tu peux aussi aller chercher, bon voilà, où tu veux, on va dire, tes applications Android et les charger, donc voilà, on a appris un petit peu plus tard d'ailleurs comment est-ce que ça allait se passer. En fait, ça va se passer comme on pouvait s'y attendre, c'est-à-dire qu'il y a un Windows Subsystem for Android, comme il y avait déjà un Windows Subsystem for Linux, donc ce qui correspond en gros à un système Android virtualisé, hein, qui tourne à côté du noyau Windows. Donc il y a aussi des systèmes supplémentaires qui font des trucs spécifiques à Windows pour rendre la chose complètement transparente. Donc voilà, l'intégration dans la base de registre, les raccourcis, etc. Et pour le reste, en fait, il y aura assez peu d'émulation, en fait, je pense, hein, parce qu'il faut se rappeler qu'Android, et donc c'est un truc qui tourne sur ARM, principalement parce qu'on pense au téléphone, mais il existe un Android sur Intel qui fonctionne très bien, donc en fait, il n'y a pas besoin d'émuler Android, en fait, il peut fonctionner nativement déjà sur les processeurs Intel. Et en plus, une application Android moderne, quand je dis moderne, ça fait depuis Android 5, c'est un truc qui repose sur ART, qui est l'Android Runtime, et ça compile ton appli en code natif du processeur du téléphone ou de ton ordinateur lorsque tu l'installes. Donc ART d'ailleurs a été largement amélioré avec Android 8. Donc avant on avait une machine virtuelle d'Alvik, mais bon, autant le gain d'avoir un code natif
que les gros soucis légaux avec Oracle ont poussé l'adoption d'ART, donc Android Runtime. Et donc Android Runtime, ça compile pas du code Java, en fait, ça compile pas du code que les humains écrivent, hein, ça compile du bytecode DEX, c'est-à-dire un code qui est déjà prédigéré, en fait, qui est déjà précompilé un petit peu comme du bytecode Java. Et celui-là même, et donc c'est celui-là d'ailleurs qui a été compilé en just-in-time par Dalvik avant. En tout cas, dans la plupart des cas, donc il est probable que Microsoft donc ait son propre ART, hein, dont son fameux WSA, donc hein, Windows Subsystem for Android. Et donc il compile, à mon avis, le DEX directement au code compatible Intel, ce qui veut dire que tu as des applications natives, quoi. Hein. Alors évidemment, il est aussi possible qu'il y ait des applications natives sur le store, et donc dans ce cas-là, ce sera Intel Bridge qui sera utilisé. Bon, ça marchera, c'est une technologie Intel, mais ça marchera sur AMD aussi. Hein. Bon, j'ai pas trouvé beaucoup de précision vraiment sur Intel Bridge. Ils disent que c'est un post-compilateur, donc ça signifie que c'est un compilateur de code qui a été déjà compilé, donc vraisemblablement du code ARM en code Intel en sortie, et puis voilà. Si vous avez un CPU Intel, il y a une grande chose d'ailleurs. Ou AMD aussi, hein. Comment ? C'est compatible avec les processeurs AMD aussi, on est Oui, d'accord. c'est compatible avec les processeurs AMD, qui sont même compatibles avec le système Intel, enfin les instructions Intel. Mais il y a de grandes choses d'ailleurs que ce Windows 11 sur ARM, en fait, il n'y a pas besoin de compilation du tout, enfin de traduction du tout. En tout cas, du point de vue de l'utilisateur, voilà, ça devrait donner des résultats assez bons, sans ralentissement notable. C'est une compilation, quoi, après tout. Et donc voilà, bon, après c'est pas non plus un truc jamais vu, hein, c'est BlueStacks fait ça depuis des années sur Mac et Windows, donc c'est pas non plus comme si c'était incroyable, mais que ce soit intégré à l'OS, c'est quand même marquant, parce que Windows devient vraiment incroyablement large. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte que Windows exécute des apps qui sont des apps Windows 32, donc des apps héritées des anciens Windows, les UWP, donc ces apps modernes, hein, style Windows 8 ou 10, les Progressive Web Apps, donc c'est-à-dire les apps JavaScript en gros, les apps Linux, que ce soit en mode texte ou en mode graphique, et maintenant les apps Android. Donc ça fait quand même carrément beaucoup. C'est une plateforme qui est vraiment très très large. Et donc voilà, donc c'est vrai que cette intégration d'Android et du store sur lequel d'ailleurs je l'ai pas dit, mais Microsoft ne prendra pas de commission, sauf sur les jeux vidéo, c'est vrai que c'est quand même un gros truc que moi j'avais pas forcément vu venir. Oui, c'est un sacré doigt d'honneur en direction de la pratique d'Apple qui peut être décriée là-dessus, effectivement. Cassim, sur tout ce que vient de présenter et de synthétiser Guillaume, je ne sais pas s'il y a des choses sur lesquelles tu voudrais t'attarder ou sur lesquelles tu voudrais apporter des compléments. Non, mais t'as très bien fait le tour. Il y a pas, et ça montre à quel point finalement il y a quand même beaucoup de nouveautés mises bout à bout qui font que Windows 11 arrive quand même à pas mal justifier son nom. Moi, je trouve souvent, enfin. On a ce réflexe un peu de dire oui, bon, c'est une nouvelle version de Windows 10. Ce qui est vrai à la base et ce qui est vrai fondamentalement, ça aurait pu être une mise à jour majeure de Windows 10. Mais je trouve qu'il y a assez de refonte et assez de changements d'interface et de changements de fonctionnalité pour justifier de passer d'une génération à l'autre et de dire bon, à partir de maintenant, c'est Windows 11. C'est pas que marketing, d'après moi, ça se justifie assez bien. Et pour moi, le cœur de tout ça, c'est vraiment le store. Moi, c'est ça que j'attends le plus et que je veux voir le plus s'étendre. C'est ce nouveau store qui, dit à tous les éditeurs, on met plus aucune restriction, vous pouvez y aller, vous pouvez venir, et qui du coup se veut être maintenant vraiment l'intermédiaire pour installer des applications ou des logiciels. En évitant d'aller sur chaque site indépendamment, chaque éditeur, pour installer le .exe. Au demeurant d'ailleurs, les éditeurs peuvent, de façon assez pratique, je trouve assez élégante, proposer un lien sur leur site web qui va appeler le store sans vraiment l'appeler. C'est pas genre que le lien va ouvrir le store sur la bonne page et t'inviter à cliquer. C'est carrément que t'as une sorte de pseudo-fenêtre qui t'invite directement à cliquer sur le bouton installer depuis le site de l'éditeur. Et derrière ça passe par le store, mais finalement c'est assez transparent pour l'utilisateur et c'est assez c'est top ça. C'est assez bien intégré. Ils ont donné l'exemple avec Spotify qui devrait l'intégrer. Et voilà, tu iras sur Spotify.com si t'as pas le réflexe de passer par le store, et tu pourras installer l'application entre guillemets store en 2 clics de façon assez propre. Et ça c'est vraiment une bonne chose. Depuis qu'il y a eu la bêta qui est sortie, il y a déjà des logiciels comme WinZip et OBS Studio qui sont entre guillemets des vrais logiciels vieux et moches et chiants, voilà. Mais c'est ces logiciels-là justement qu'on veut voir arriver sur le store. En fait, c'est les vrais logiciels entre guillemets dont tu as besoin. Moi, je rêve que, je sais pas moi, Audacity débarque sur le store. Le but étant, in fine, que
Alors si toutes les mises à jour pouvaient passer par le store, ça serait cool, mais surtout le but c'est qu'au moins on puisse facilement se partager des liens vers des logiciels sans partager le site des éditeurs, parce que le site des éditeurs, il y a rien de mauvais en soi, mais c'est juste que des fois quand tu cherches VLC ou je sais pas, ou 7zip sur Google, ou Audacity en l'occurrence, justement c'est plutôt un bon exemple, tu ne tombes pas forcément sur le site vraiment de l'éditeur ou du projet open source, mais parfois sur des sites commerciaux qui veulent te faire télécharger en plus du logiciel ou à la place du logiciel des choses plutôt négatives, soit remplies de publicité, soit proches d'un malware quoi en fait. Donc c'est très bien que Microsoft ait enfin abandonné toute idée de comment dire, de faire la police sur son store. Pour moi, ça va vraiment ouvrir les portes à quelque chose de bien et de pas bien en même temps, mais aussi quelque chose de bien, dans le sens où au moins, plutôt que de laisser seulement les absents briller par leur absence et que du coup des gens en profitent pour les remplacer, type vendre du Google Chrome Guide à 10 € sur le Microsoft Store parce que Google Chrome n'y est pas, et du coup quand tu cherches Google Chrome sur le store, tu trouves que les pseudo apps. Bah là au moins il y a l'idée que même Google pourrait aller proposer ses applications et au moins avoir les vraies applications directement sur le store. Donc ça c'est vraiment la nouveauté finalement que je retiens. Android un peu en partie secondaire là-dessus qui sera certainement intéressante pour les tablettes, mais avant tout c'est vraiment les applications métiers que je retiens, les Office et compagnie qui vont intégrer enfin le store, et ça peut être très cool quoi. J'espère que ça va prendre. Ouais, parce que c'est vrai que ça a pas démontré pour l'instant un engouement incroyable forcément, hein, c'est peu de le dire, les stores sur PC. Et je dirais peut-être même le Mac App Store, même si j'ai pas forcément de données précises, et je sais pas si quelqu'un en a, mais il me semble pas que le Mac App Store soit l'endroit incontournable auprès duquel les gens se tournent pour trouver des applications sur leur Mac. À contrario, sur mobile, on est tous aujourd'hui complètement habitués à passer par des magasins d'applications. Et je me posais presque la question, est-ce que c'était pas l'expérience même d'un magasin d'applications sur ordinateur qui était finalement assez étranger aux usages et pas forcément nécessaire jusqu'à ce qu'on nous revoie l'expérience utilisateur d'installation d'une application. Si jamais on n'a pas les suivants à faire quand on installe une application sur ordinateur, effectivement, ça change quand même pas mal la donne. Il faudra voir ce que ça donne dans le temps. Par exemple, une question toute bête, parce que je critique le suivant quand on installe une application, mais il y a quand même des conditions générales d'utilisation qu'on est amené à accepter, des trucs comme ça. Est-ce qu'elles sont acceptées via le Windows Store avec cette nouvelle philosophie? Par exemple, aujourd'hui sur le Mac App Store, quand tu installes une application, on ne demande pas de cocher des conditions générales d'utilisation d'une application parce que c'est grosso modo accepté via le store d'Apple. Est-ce que ce serait également le cas là dans le cas de Windows? Oui, bah c'est vraiment le fonctionnement. Ils ont pas réinventé la roue, ils ont clairement voulu mettre aucun frein possible, et donc tu acceptes les conditions au moment où tu installes l'application, ou à la limite quand tu la lances la première fois, t'as l'application qui va te demander au moment de créer ton compte, tu vois, ou de quelque chose comme ça, qui va te demander d'accepter les conditions d'utilisation selon si elle respecte à fond ou pas le RGPD. Mais oui, non, c'est vraiment, moi c'est une nouveauté vraiment que j'attends beaucoup. Et d'un dernier mot sur Windows 11, sur ce qui a été annoncé. C'est facile de balayer. Je sais que sur Internet et notamment dans les milieux tech, c'est assez populaire de balayer très rapidement la refonte esthétique, surtout parce que derrière, ça va encore cacher. On va encore trouver des menus de Windows 95, on va encore les trouver, les menus de Vista, etc. Mais pour le coup, elle a le mérite, je trouve, d'être assez réussi et assez moderne et de donner vraiment un coup de frais à l'OS sur des interfaces que tu vas utiliser au quotidien. Il y a des interfaces que tu vas retrouver de façon très occasionnelle pour aller configurer telle option ou telle option qui vont un peu jurer pour l'instant avec l'OS. Peut-être que d'ailleurs, d'ici la sortie, ils auront enfin fait le travail pour elles aussi les cacher. Mais ne serait-ce que l'explorateur qui adopte sans une refonte complète au moins l'interface de Windows 11, bah ça c'est déjà plutôt un bon point, et on revient un peu de là côté Windows, et vraiment ça donne c'est quelque chose aussi dont on a du mal à, je pense, à se rendre compte en screenshot, mais à quel point les animations et tout ont été retravaillées, les sons et les animations, pour créer quelque chose de beaucoup plus harmonieux et une interface beaucoup plus agréable à utiliser au quotidien, et quelque chose de beaucoup plus moderne que Windows 10. C'est aussi un truc qui donne un sentiment de fluidité sur des machines
qui peuvent être un peu justes, alors que derrière les performances en fait au final sont équivalentes, mais le travail sur les animations peut masquer entre guillemets les défauts de performance, quoi. Ouais, c'est d'ailleurs peut-être ça peut rejoindre aussi, je sais pas si ça se vérifie, hein, mais ce que tu avais expliqué Guillaume sur l'apparence de rapidité autour du lancement des fenêtres, etc. sur Mac, puisqu'il y avait une priorité qui était donnée au calcul des interfaces, si je dis pas de bêtises. Peut-être qu'il y a des réarbitrages qui ont été faits là-dessus. Bon, je spécule beaucoup. Effectivement, quand on parle des sous-fenêtres planquées dans le système qui sont pas à la nouvelle interface, c'est toujours un peu facile de faire ce jeu-là. C'est un peu caustique parce que c'est des fenêtres que bien souvent on va lancer une fois tous les 2 ans parce qu'on a un réglage à activer. En soi, c'est pas très très grave. Moi, vu de l'extérieur et qui suis pas un utilisateur intensif de Windows, la seule image que ça pourrait me donner, la seule impression que ça pourrait me transmettre, c'est que cette interface, c'est en gros une surcouche qui aurait été rajoutée, une surcouche, etc. et qui n'est pas possible d'appliquer sur toutes les fenêtres, et ce qui montrerait un souci dans le développement. Mais évidemment, c'est complètement spéculé et c'est pas du tout étoffé sur des sentiments techniques, donc je pense qu'il faut mettre de côté ce sentiment et cette perception que tu décris, Cassim, qui fait la joie des réseaux sociaux mais qui fait probablement pas le constat de ceux qui testent le système d'exploitation. Je suis le premier, je suis le premier à critiquer, et j'aimerais que Windows arrive quand même un jour ou l'autre à une cohérence totale d'un bout à l'autre de l'OS et abandonne des vieux réflexes de rétrocompatibilité de trucs pour être encore compatible avec des téléphones à bande ou je sais pas quoi. J'aimerais que des fois il lâche un peu de l'historique. Je pense qu'on va y revenir d'ailleurs. Et Windows 11 a l'air en plus de faire un peu le travail de ce côté-là, dans la mesure où même des applications très historiques comme le bloc-notes ils ont fait en sorte en fait que certains codes de design soient adoptés automatiquement, même par les applications les plus vieilles, notamment les bords arrondis par exemple, pour donner au moins un semblant de cohérence, même quand c'est pas derrière, il n'y a pas vraiment un développeur qui est repassé par là pour retravailler l'interface et la rendre moderne. Il y a au moins un effet de style qui fait que tu as l'impression que c'est plus récent. Bon, écoute, moi, il est grand temps qu'on me dessine quelle configuration, et vous vous en doutiez bien qu'on y arriverait, quelle configuration d'ordinateur il faut que je mette de côté pour pouvoir installer Windows 11. Sur quoi on va pouvoir l'installer Guillaume, évidemment, tu t'es penché sur la question. Bon, comme à peu près toute la sphère journalistique tech, hein, évidemment, mais ça a attiré ton regard, Guillaume. Ça attire mon regard parce que bon, c'est vrai que bon, il y a un truc aussi qu'on n'a pas évoqué, mais c'est vrai que le jeu vidéo était très présent aussi là sous Windows 11. Donc via le Game Pass et xCloud, voilà l'application Xbox intégrée, tout ça, l'auto HDR pour tous, bon tous ces trucs-là qui sont vraiment très cool d'ailleurs. Et puis surtout Direct Storage. Direct Storage, c'est quoi ? C'est une technologie qui est donc c'est une des technos clés des nouvelles consoles en fait, qui est apparue sur Xbox Series X. Donc c'est le streaming à très haut débit de données directement au GPU. Donc c'est transformatif. Donc une image par exemple, une image de jeu qui montre qu'une partie des textures d'une scène ne peut avoir que cette partie en mémoire et demander ou de compléter ce qu'il faut entre 2 images comme ça. Donc en gros c'est du paging mais pour les textures. Et ça ouvre la voie des textures à des modèles virtuels qui sont énormes et qui rentreraient pas en VRAM. Donc c'est la clé du jeu qui sont significativement plus détaillée, c'est un avantage qui est offert à la fois par la Xbox Series et la PlayStation 5 jusqu'à maintenant. Et Direct Storage, donc c'est Direct Storage, c'est une composante de DirectX 12 Ultimate. Et donc, tu peux l'utiliser que si t'es bien équipé, parce qu'il faut un SSD NVMe de 1 Tera mini, un PCI Express 3 minimum, une carte graphique RTX ou une RDNA 2 de chez AMD. Donc, c'est bien, ça pose la base d'un jeu PC totalement équivalent au jeu console, et c'est exclusif à Windows 11. Et là, mon petit cœur saigne, parce que je me dis, bon, pour l'instant, j'ai pas le matos, mais peut-être un jour, je l'aurai, le matos. Donc il faudra que je puisse installer Windows 11 pour pouvoir utiliser Direct Storage. Et c'est là qu'on arrive au moment scandale, parce qu'on va parler des exigences de Monsieur Microsoft. Et il en a des exigences, Monsieur Microsoft, quand même, si on commence à les mettre bout à bout. Déjà, il faut une connexion Internet et un code Microsoft à l'installation, c'est obligatoire. Donc déjà, ça me plaît pas des masses. Sur Home. Alors ça, faut juste précision, c'est seulement sur la version famille. Seulement, entre guillemets, mais c'est sur vrai. la version famille. Mais bon. La version Pro te permet encore de garder un compte local, mais ça va faire grincer les dents, ça c'est sûr. Déjà, moi, ça me plaît pas des masses, puisque bon, moi, en général, j'ai plutôt des versions, moi, je le cache pas. Donc, effectivement, je suis moyen content. Il faut aussi Secure Boot et UEFI au boot. Il faut un processeur de Core Intel, un Core de génération 8 minimum. Il faut TPM2, ou alors il faut un Ryzen de génération 2 minimum.
je pense qu'on peut dire qu'il commence à emmerder le monde, en fait, là, parce qu'il y a quand même pas mal de monde emmerdé, parce que bon, ils foutent la panique sur Internet, en plus, puisque ça lance la nouvelle mode débile du scalp de puces TPM sur eBay, c'est n'importe quoi, c'est franchement n'importe quoi. Et ça me concerne au premier chef. C'est tant mieux, d'ailleurs, parce que comme ça, on peut en parler, je peux en parler, voilà, en connaissance de cause, parce que oui, je vais me dévoiler dans cette rubrique, dans ce podcast, je vais me mettre à nu, scoop, attention. Oh, attends, je double l'enregistrement pour être vraiment sûr, là, bouge pas. Je vais donner publiquement la configuration de mon PC principal. Attends. Oh, j'imagine tout le serveur Discord qui s'affole. Non, enfin bon, bref, donc oui, donc c'est quoi? C'est un Asus G11 avec un Core i7 7100, donc c'est 4 cœurs, 8 threads et 3, 6 et 2 et 4,2 GHz. 16 Go de RAM, une GTX 1060 6 Go et un SSD SATA, et un disque d'un teraoctet, voilà, pour compléter. Bon. Voilà, maintenant vous pouvez me juger, ça y est, jugez-moi. Donc c'est pas une machine de concours, hein, évidemment, je le reconnais, mais enfin, vous me croyez si je vous dis que j'ai pas de problème au jour le jour pour travailler, pour jouer là-dessus, je fais même passer Flight Simulator hein, d'une manière qui est pas optimale, hein, pas en ultra, mais bon, c'est quand même satisfaisant sur cette machine. Et ben cette machine de 2018, mesdames et messieurs, ne peut pas faire tourner Windows 11. Mon processeur n'étant pas supporté, c'est l'utilitaire officiel Microsoft qui me l'a dit. Pourquoi ? Ben, parce que mon CPU est de génération 7, alors que Microsoft, il a décidé que seuls les Gen 8 et au-dessus seraient éligibles. Je précise d'ailleurs que mon fidèle Windows 10 me dit que j'ai TPM en version de spécification 2.0, gracieusement offert par Intel Corporation. Microsoft prend donc une décision qui est quand même historiquement stupide, de se couper lui-même de dizaines, peut-être de centaines de millions de machines potentielles, et c'est incompréhensible. Microsoft donne aucune raison technique valable d'exclure Kaby Lake ou inférieur. Ni les Ryzen de première génération, hein. Mis à part pour forcer l'achat de nouveaux PC, je vois pas. En plus, d'un point de vue com, c'est calamiteux, parce qu'il y a une cacophonie en ligne sur ce que c'est qu'une puce TPM, comment savoir si son PC le supporte. Parce que cette connerie porte plusieurs noms, en fait, hein, selon les implémentations, et dans les processeurs ou les chipsets, parce que, en fait, Intel intègre TPM sous forme de PTT, pour Platform Trust Technology, et chez AMD, c'est FTPM, pour Firmware TPM. Donc, ce sont des substituts. On sent le truc pas très user-friendly, quand même. Non, mais c'est ça, c'est grave. En fait, surtout que, donc, tu l'as dit, les scalpers se sont précipités sur les marchés de puces TPM parce que beaucoup de gens, à la sortie de la conférence Windows, se sont dit, oh mon dieu, il me faut une puce TPM, j'en ai pas dans mon PC. Sauf que, ce que tu indiques, le PTT et le FTPM, en fait, c'est tout simplement que désormais, les processeurs, depuis plusieurs générations, intègrent logiciellement, les fonctions d'une puce TPM, donc tu n'as plus besoin de la puce physique sur ton PC, tu peux le faire, sauf que, et c'est obligatoire sur les PC portables vendus avec Windows depuis 2016, sauf que c'est les fabricants déjà, faut que ton PC soit un PC de marque et pas un PC monté toi-même, et puis c'est obligatoire de l'avoir, mais c'est pas obligatoire de l'avoir activé par le fabricant. Et donc ça veut dire que quand c'est pas activé, il faut aller dans le BIOS, dans les options BIOS UEFI, le truc bien sûr que le grand public adore aller voir, évidemment, c'est très très user-friendly tout ça. Non mais c'est fantastique, effectivement, donc il faut aller trouver dans le BIOS si c'est pas activé, parce que, mais un peu, ça peut très bien aussi être soudé sur la carte mère, ou alors ça peut très bien être une puce rajoutée sur la carte mère. Bon, enfin, en gros, comme tu l'as dit, de toute façon, en général, c'est déjà présent depuis 2016. Microsoft sème la panique sans vraiment de raison valable. Et sur le processeur, est-ce que c'est sérieux de dire qu'un PC de joueur de 3 ans ne pourra pas exécuter Windows 11? Pire, de dire que le Microsoft Surface Studio 2, qui est équipé, comme moi, en Kaby Lake, et qui est vendu à ce moment même, là, tout de suite, sur le site de Microsoft pour 4149 €, ne pourra pas non plus utiliser Windows 11? C'est une machine pro de 4000 balles, encore en vente, qui pourra pas passer Windows 11, c'est quand même pas une blague. Alors que bon, je précise que j'ai vu la liste, un netbook avec un Atom X6200 FE à 30 balles, ça roule, pas de souci. Je veux dire, pour mettre la chose en contexte, c'est un Atom qui tourne à 1 GHz et qui est moins rapide qu'un Core de Duo d'il y a 10 ans. C'est tellement con que j'y crois pas trop, en fait. Moi, j'ai encore espoir que ce soit... que ça change, que cette limitation sur ce modèle de CPU, là, se soit abandonnée rapidement, parce que je n'arrive pas à comprendre techniquement quel est le problème. Je vois pas. Est-ce que tu as des informations supplémentaires, toi? Alors déjà, clairement, Microsoft a fait une conférence on ne peut plus rater. La conférence en elle-même déjà a bugué et été streamée que depuis le site de Microsoft plutôt que d'être sur YouTube ou sur Twitch comme n'importe quelle boîte tech. Quand même Apple diffuse ses conférences sur YouTube,
Mais oh mon Dieu, Microsoft, quoi, sérieusement. Surtout quand chez Microsoft, tu as une autre branche qui s'appelle Xbox et qui est habituée chaque année depuis je sais pas combien d'années à diffuser sur YouTube et Twitch en simultané sur des conférences beaucoup plus grand public avec beaucoup plus de monde dans la salle et quelque chose de beaucoup plus festif. Là, c'était 1 heure de thérapie avec Panos Panay. Je l'aime de moins en moins, ce monsieur. Oui. Oh, c'est horrible ce que je viens de dire. Mais c'est vrai que je n'arrive pas à être embarqué par ce qu'il explique. Et je me rappelle la manière dont il présentait Duo et Neo. Je trouve qu'il avait un côté pédant et vraiment hyper pas approprié pour une présentation grand public. Pardon, il a son style. Je trouve que, par exemple, sur la présentation à l'époque de la Surface Pro 3 est une masterclass de comment présenter un produit quand tu n'es pas Apple. Mais je suis d'accord que depuis, il y a aussi des présentations plus ratées et puis il a un style qui est très lui qui casse, et très clairement tout le monde n'est pas fan, mais même au-delà de ça, il y avait 6000 problèmes de communication dans cette conférence, et le plus gros problème c'est d'avoir clairement fait du Microsoft, du classique Microsoft, c'est-à-dire d'avoir balancé en sortie de conférence la configuration minimum recommandée, mais en proposant 2 configurations différentes selon le site où tu regardais, pour un truc qui sort en octobre. Donc il y avait aucune urgence à en 1 heure proposer la configuration minimum. Ça pouvait attendre, je sais pas, moi, le milieu de l'été s'il y avait besoin. Mais non, ils l'ont fait dès la sortie de la conférence avec un brouillon clairement pas bien fini, avec des contradictions selon les endroits sur le site de Microsoft, qu'ils ont dû rectifier après en 24 heures plus tard. Et puis avec un logiciel qui s'appelait PC Elf machin truc là, que tu pouvais aller télécharger depuis le site de Microsoft et qui était pas fini, qui t'affichait des messages d'erreur en anglais qui étaient pas clairs du tout quand ton PC n'était pas compatible, ils te disaient pas pourquoi, et ils ont dit ah oui, en fait c'est parce que ce logiciel il est pas terminé. Mais alors pourquoi vous le mettez en ligne dès la sortie de la conférence s'il est pas terminé? Enfin c'est complètement stupide. Et donc clairement pour moi il y a eu 10 000 ratés comme Microsoft n'en avait pas fait depuis la sortie de Windows 8 ou de Xbox One en termes d'erreurs de communication. Et ce débat de la configuration minimum, pour moi on est clairement là-dedans. Et Microsoft n'arrive pas à être transparent et à être clair sur ses intentions, et dans une situation assez j'arrive pas à le dire. Abracadabrantesque. Exactement. Enfin ils sont bloqués dans un truc, et tout ça pour dire que ils ont tenté de clarifier la situation, et je vais là dire à quel point c'est stupide. Ils ont tenté de clarifier la situation lundi, donc hier au moment où on enregistre, donc c'est-à-dire 4 jours après la conférence et après un week-end où les gens paniquaient dans la sphère tech. Et ils ont tenté de clarifier la situation, et même leur article de clarification, quand ils l'ont publié, dans les minutes qui ont suivi, ils ont supprimé des phrases par rapport à quand ils l'ont publié, notamment une phrase qui disait que les processeurs Intel de 6e génération et les processeurs avant de chez AMD avant Ryzen, donc tout ce qui date d'avant Ryzen, ça c'était sûr qu'ils ne reviendraient pas dessus, et que c'était mort, la compatibilité ça n'arrivera pas avec Windows 11. Cette phrase-là ils l'ont supprimée, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est pour pas trop communiquer tout de suite sur le fait que c'est mort, ou si c'est pour pas se créer un problème supplémentaire, ou si c'est parce qu'ils sont vraiment ouverts à l'idée que peut-être ça arrivera, je ne sais pas. Mais cette phrase-là elle est apparue pendant 10 minutes sur leur site pour après être supprimée, et tu ne sais pas pourquoi. Enfin c'est vraiment de l'amateurisme de A à Z. Et pour répondre à Guillaume, Microsoft invoque des raisons de sécurité qui, au demeurant, moi, je peux les entendre. Alors, ce serait du coup pas des raisons de performance, parce que justement, c'est impossible à tenir une excuse sur les performances, dans la mesure où tu autorises des Intel Atom de merde face à des Intel Core i5, i7 qui sont beaucoup plus performants et qui seraient pas dans la liste de compatibilité. Donc, ce serait intenable de dire que c'est pour des raisons de performance. Ça, c'est pas possible. Donc, il se réfugie derrière un autre argument, qui est l'argument de sécurité, dans lequel je pense que Guillaume ne croit pas beaucoup, mais qui est en gros l'idée que il y a eu des grosses failles hardware du côté de chez Intel et AMD au cours des dernières années vis-à-vis du x86. Il y a eu et ils ont décidé que pour assurer une certaine base de sécurité, Windows 11 allait marquer une nouvelle génération, et en gros allait laisser de côté certains PC
pour être sûr qu'il y ait une sorte de cahier des charges en termes de sécurité qui soit carré et que tous les PC sous Windows 11 respectent ce cahier des charges. Mais ça peut tout à fait s'entendre, en fait, mais juste pas à cette échelle-là et pas dans cette temporalité-là, je pense. En fait, on nous parle quand même d'un Windows 11 qui sortirait en fin d'année 2021. Alors évidemment, tout est à préciser, hein, il peut y avoir beaucoup de choses qui changent d'ici là, mais Microsoft tient un discours qui peut se substituer par aujourd'hui, le Windows que vous avez est, d'un point de vue générationnel, fondamentalement dangereux et on va remédier à ce problème avec Windows 11. Le problème, c'est que je pense vraiment que cette stratégie elle peut s'entendre, mais juste pas de l'obliger du jour au lendemain en moins d'un an. C'est ce qui me paraît complètement intenable. En fait, c'est que sur le fond, il y a probablement des validités, mais c'est comme l'application d'un HTTPS par défaut sur les sites. Ça aurait pu se faire il y a des années, et heureusement qu'il y a eu un peu de tolérance dans le temps pour que les choses se mettent au diapason, que les usages soient adoptés, que l'adoption des certificats soit rapide. Je pense juste que c'est pas quelque chose qu'ils doivent obliger. Surtout avec Mon cet pari, exemple c'est du Surface Studio là qui est encore en commercialisation, qui est un produit de génération actuelle. Oui, c'est vrai. Ça c'est impensable. Le comparatif avec Apple, il est immédiat et c'est impensable de se dire que un produit de génération actuelle ne pourra pas passer à l'OS suivant. C'est inepte, quoi. Et c'est ce qui me fait dire, moi encore une fois, j'en reste sur la position que il y a fort à parier que dans les semaines ou les mois à venir, il y ait un rétropédalage sur le sujet. L'autre élément qui va dans ce sens pour moi, c'est que la bêta, sauf erreur Cassim, sur laquelle tu es présentement, n'a pas ces limitations-là. Alors, donc c'est vraiment des choix stratégiques, d'arbitrage de sécurité, et ce ne sont pas des limitations techniques pour faire fonctionner le système d'exploitation, ce qui pour moi montre que clairement ça va pas tenir. Moi, c'est pas tenable pour Microsoft. J'ai deux points sur quand même sur ce sujet que je voulais rapidement mentionner. Déjà, oui, la bêta tourne sans limite et tout ça, mais attention, quand il y a Windows 11 qui sortira en version stable, là, la politique de Microsoft actuellement telle qu'elle est présentée, c'est de dire quand Windows 11 sortira et que si votre PC n'est pas compatible, vous n'aurez pas accès à la version stable, il faudra réinstaller Windows 10. Merci d'avoir participé à la bêta, mais on ferme les portes, quoi. Ça, c'est la position actuelle de Microsoft. On verra si elle évolue. La deuxième chose, c'était une solution que je voulais proposer, que je pense que Microsoft serait bien avisé d'adopter s'ils voulaient continuer sur ce chemin et qu'ils voulaient tenir leur politique là en termes de sécurité. Si par hasard elle était justifiée en termes de j'allais dire sur le plan scientifique, en termes de hardware, etc. Si ça se justifiait leur position sur la sécurité, la proposition que j'aurais, moi, c'est de proposer les mêmes nouveautés qu'ils proposent sur Windows 11, tel Direct Storage, mais aussi le Store, même la refonte d'interface, pourquoi pas, sur Windows 10. Comme Windows 11 est de toute façon basé sur Windows 10 et globalement c'est une mise à jour de Windows 10, garder les deux branches en fait actives sur le même niveau de code et en fait que ce soit la même base de code. Windows 10, Windows 11, en gros, l'expérience serait identique en tout point. Et en fait, il pourrait justement marteler ce côté sécurité sur Windows 11 comme étant un cahier des charges plus moderne et plus solide. Et comme de toute façon le support de Windows 10 s'arrêtera en 2025, dire, bah voilà, on vous propose les mêmes nouveautés que pour Windows 11, il n'y a pas de souci, Windows 10, on garde le truc. Et justement, on le garde jusqu'en 2025. Et d'ici 2025, là, on abandonne Windows 10 et on passe, tout le monde passe sur cette nouvelle génération. Et au moins, on a tenu notre cahier des charges. Et au moins, on garantit que tous les PC commercialisés avec écrit Windows 11, tel un certificat un peu, c'est des PC certifiés plus sécurisés que leur équivalent sous Windows 10. Et on fait cette transition générationnelle plus doucement que en disant là, fin 2021, on coupe tout. Et au moins, on garantit l'accès aux nouveautés sans froisser les gens, en leur prévenant en plus du coup que d'ici 2025 par contre il faudra peut-être changer de PC mais pour des raisons de sécurité, et au moins tu gardes cette idée que 100% du parc installé de Windows 11 respectera le cahier des charges, quoi. Ouais, j'ai une autre contre-proposition à te faire, Cassim. C'est aussi que Windows 11 lève cette contrainte jusqu'en 2025 et qu'à partir de 2025, il y a une mise à jour qui tombe et qui fasse que Windows 11 effectivement intègre cette contrainte, ou plutôt cette exigence de sécurité. Mais bon. De toute façon, ils le feront pas pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas à mon avis, il n'y a aucune justification valable techniquement, quoi. Parce que là, ils tracent la ligne entre la Gen 8 et la Gen 7. J'avais entrevu qu'ils allaient peut-être revoir la Gen 7 pour baisser à la Gen 7. Comme ça inclurait le Surface Studio 2, hein, ça serait quand même une bonne idée. Mais alors là, ça veut dire que la ligne serait tracée entre Skylake et Kaby Lake.
Mais Skylake et Kaby Lake, c'est les mêmes processeurs. Enfin, je veux dire, c'était l'époque où Intel branlait rien et faisait du rebranding quasiment. Je suis d'accord. Donc, ça n'a aucun sens de dire, ah, peut-être que Kaby Lake, à l'extrême limite, ça va, mais Skylake, c'est pas possible, hein. Non, mais vous foutez de la gueule du monde, en fait, ça n'a aucun putain de sens. Et plus, il n'y a aucune, il y a aucun bénéfice particulier en termes de nouvelles instructions. La virtualisation, il y a les mêmes instructions sur tout. Enfin, je veux dire, en plus, tu veux sandboxer des trucs, t'as pas besoin forcément d'instructions qui accélèrent tout. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de raison. Je pense pas qu'ils arrivent vraiment à justifier de dire non, Kaby Lake, ça pue, ce sont des processeurs dangereux. Ça n'a aucun sens. Ce ne sont pas des processeurs qui sont plus dangereux que les processeurs de Gen 8. À mon avis, bon, voilà. Je pense que c'est marrant de voir à quel point Microsoft avait appris sa leçon et avait fait l'effort avec Windows 10 de vouloir englober absolument le plus d'appareils possible dans le monde pour justement garder au point de lancer des téléphones et tout ça à la base. Pour vraiment dire Windows 10 maintenant c'est un seul écosystème avec des millions d'appareils de HoloLens au téléphone en passant par les Xbox. Pour revenir à on va garder que ces PC là. Mais en plus, je veux dire, moi ça me laisse vraiment un goût bizarre, hein, parce que l'exemple de TPM aussi, ils veulent absolument TPM. Bon, TPM c'est vieux en soi, hein, c'est un truc qui a 10 ans, et ceux qui en ont besoin, ils l'utilisent déjà depuis belle lurette. Hein. Pour être légèrement plus précis, c'est quoi ? C'est une puce qui est orientée sécurité, qui intègre un générateur de nombres aléatoires, matériel, un stockage de clés de chiffrement, une surveillance des changements de hardware et de software. C'est le même aussi. composant qui sert à stocker votre Apple Pay dans votre iPhone ou votre Google Pay dans votre smartphone, c'est à peu près la même philosophie derrière, c'est pas le même nom. Mais... à peu près. Bon, l'exemple classique, c'est un disque dur, tu le chiffres à BitLocker, il se déchiffre grâce à un mot de passe, donc qui est ton mot de passe de session. Mais ton mot de passe de session, il est peut-être un peu cocon, quoi, c'est peut-être DD94, bon, c'est un petit peu faible. Du coup, il est complété par un gros nombre aléatoire qui est stocké sur la puce TPM, donc il est pas stocké sur le disque, donc t'as une clé qui est très robuste, qui est impossible à retrouver en ayant juste le disque. Et le disque, en plus, il est virtuellement impossible de le déchiffrer sur une autre machine, parce que la puce TPM, en plus, surveille les changements de config. Bon, après, savoir si tout le monde doit absolument utiliser TPM, bon, voilà, c'est une sécurité qui peut t'embêter toi-même autant que le hacker, en fait. Honnêtement, je vois l'empilement d'exigences, là, contre Microsoft, Secure Boot, UEFI, Core super récent de TPM. Il y a quand même une impression de dissonance terrible avec le discours de Nadella qui, des larmes dans la voix, hein, te serine que Windows te met au centre, ouais. Te donne le pouvoir, s'adapte à toi, qu'il est pour toi, qu'il est pour les créateurs, les codeurs, les bidouilleurs. Mais je sais pas, si c'est le cas, laisse-moi faire ce que je veux, tu vois. Si là, j'ai envie de dire faire, que là, on est en train d'attendre. Là, par contre, ce serait faire un procès à Microsoft pour un truc qui est standard dans le marché, c'est-à-dire que personne ne reproche au fait que Android et iOS soient chiffrés de bout en bout depuis, je sais pas, 5 versions maintenant. Enfin, le chiffrement standard des PC grand public, c'est quand même quelque chose de attendu, je trouve, en termes de sécurité. Et là, je pense que ce serait mal. Enfin, je trouve que ce serait mal. Bah, disons que c'est un standard du marché, quoi. Android et iOS et macOS le font. C'est normal que Windows s'y mette, quoi. Une machine virtuelle Windows qui boot sur BIOS parce que ça va plus vite. Tu vois, si j'ai envie de pas utiliser TPM, de changer les organes d'un PC à un autre, tu es libre d'aller sans Secure Boot, tu vois. Tu es libre d'installer GNU Linux si ça te plaît plus. Mais non, mais là pour le coup, honnêtement, Windows te laisse faire beaucoup de choses. Il est légitime qu'au bout d'un moment Microsoft aussi dresse un nouveau cadre pour Windows au bout d'un moment. Ils arrivent déjà très en retard sur tout ce qui est chiffrement et tout par rapport à Apple et compagnie. Là, je trouve que ce serait malhonnête, quoi, de les pénaliser, mais de leur... Je suis pas sûr que ce soit, non, je pense pas que ce soit malhonnête parce que c'est une question de philosophie, quoi. Si je veux pas avoir de code Microsoft parce que je n'ai pas besoin, que j'ai déjà 1000 comptes, si je veux faire une machine offline, tu vois, ou une VM expérimentale, si je veux faire plusieurs machines serveurs, faire ce que je veux, même si c'est pas 130% secure d'après Microsoft, je m'en fous, tu vois, je m'en fous. C'est ma responsabilité. Je veux pas d'un papa, je veux un système d'exploitation, c'est tout. Sinon, autant prendre un Mac, effectivement. Mais le truc est là, si tu dis que tout le monde le fait, Mac le fait, ok, mais c'est pas pour ça qu'ils sont obligés de le faire, tu vois. Moi, j'aime bien l'histoire d'avoir plusieurs philosophies de trucs. Si tu veux que tout le monde, enfin, tu vois, si tu veux... Mais quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? J'en appelle à Guillaume Vendée, monsieur Apple fan, c'est le moment d'intervenir, là, enfin. Mais même moi, en fait, dans le fond, ce qui m'embêterait, c'est que personne n'ait le choix dans aucun système. Je pense que la route qui se trace avec la proposition de Microsoft sur Windows 11, elle va malheureusement beaucoup dans le sens de ce que n'aime pas Guillaume et laisse un petit peu moins de place aux alternatives. Et je pense que c'est aussi une chose sur laquelle tu es attaché, Guillaume. Après,
encore une fois, je suis assez convaincu, moi, et on verra ce qu'il en est, que tout ça est un effet d'annonce raté, comme on en a connu beaucoup du côté de chez Microsoft, que les choses seront peut-être bien moins exigeantes. Cela dit, la route, elle est toute tracée, et la direction à long terme, elle me semble assez malheureusement incontournable du côté des systèmes d'exploitation, parce que ces sociétés ont aussi une responsabilité. Là aussi où je peux comprendre la volonté de ces boîtes, qui est de dire, pas pareil. Je continue on veut à assumer dire que c'est pas la même chose, parce que Mac, il fait ses propres machines. Windows, il va sur des machines qui sont faites par d'autres gens. C'est fondamentalement différent. Les PC Android compatibles... chiffre par défaut, et c'est dans le cahier des charges de Google aux fabricants de smartphones Android de et d'ailleurs, il édicte la manière dont se construisent les machines. Et moi, j'ai pas envie, en fait, parce que j'ai pas envie que mon PC devienne une Xbox. Tu vois, la Xbox One en particulier, c'est une machine qui est extrêmement robuste au niveau des attaques. Elle a pas réussi à être craquée, voilà, du tout. Donc tu peux pas pirater de jeu sur Xbox, voilà, c'est super. Mais c'est normal pour une console de jeux vidéo qu'elle soit super durcie et que ce soit une machine qui considère que l'utilisateur est méchant, que c'est un attaquant potentiel et qui veut la pirater. Voilà, je suis d'accord, ok, c'est une console. mais c'est pas le cas d'un PC. Je veux dire, l'utilisateur, il est pas méchant, il est pas ton ennemi. Je veux dire, quand tu as un PC, tu n'es pas l'ennemi de ton PC, tu es l'utilisateur de ton PC. Ton PC n'a pas à se défendre contre toi tout le temps, quoi. Et si tu veux, j'ai pas envie que les PC suivent le chemin Xbox, j'ai pas envie que Microsoft pousse les PC sur le chemin de la Xbox ou sur le chemin de l'iPhone ou du Mac, c'est tout. Enfin, cette histoire me montre, Guillaume, me permet de mieux comprendre ou avoir le sentiment de comprendre les réactions épidermiques que tu peux avoir sur les propositions, notamment de la part d'Apple. Je pense que ta proposition, elle a beaucoup de sens si l'informatique continue à être beaucoup manipulée, comme ça a été le cas pendant toutes les dizaines d'années qu'on a connues, par des sachants. Et je crois que malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais l'informatique est de plus en plus utilisé par toute une frange de la population de plus en plus large qui sait de moins en moins comment fonctionne l'informatique. Et on va être très clair, dans Tech Café, on parle entre technophiles, mais je suis pas certain que l'immense majorité des utilisateurs de l'informatique d'aujourd'hui, nous en déplaise, n'aient ce niveau de connaissance. Et je pense que ces boîtes, encore une fois, ont une responsabilité quand ils touchent à un éventail aussi large d'utilisateurs et aussi peu sachants, notamment que tu peux l'être, Guillaume, de ton côté, mais comme on peut l'être tous les trois à nos différents niveaux, ont des enjeux de responsabilité de, oui, malheureusement, jouer à papa-maman avec des enfants. Et c'est extrêmement frustrant quand, comme dans ta situation, Guillaume, on sait aussi bien comment fonctionnent les machines. Moi, c'est comme ça que je perçois les choses. Après, l'enjeu de responsabilité que je décris, il est aussi à plusieurs niveaux. Et à l'heure où on vit une crise des composants catastrophique qui va jusqu'à potentiellement amener à avoir des cartes bancaires, des pénuries de cartes bancaires en 2022, comme j'ai vu passer certains articles de projection, ce qui en dit long, je trouve que Microsoft a aussi cette responsabilité de ne pas aller plus vite que la musique et de ne pas créer des précédents incroyables au niveau d'une industrie qui est déjà lâcher giflée, quoi. Non mais en plus, mais même en termes au-delà de ça, en termes enfin on parle quand même d'une entreprise qui te vend du durable et du neutral carbone et machin truc pour te dire, au fait, tous vos PC vous pouvez les foutre à la benne. Bon, évidemment non, parce que là aussi, je veux rappeler que c'est pas parce que tu n'as pas le droit à la dernière version d'un OS, que ce soit sur Android ou autre. C'est pas pour autant que ton téléphone ou ton PC est bon à être jeté, il est parfaitement utilisable encore sous Windows 10 et tout ça. Mais le fait est que oui, ne pas inclure les gens sur Windows 11 et c'est les pousser, et tout le monde le sait, c'est les pousser vers l'achat de nouveaux PC. Qui soient en stock ou non, et en termes d'environnement, c'est pas bon du tout. Là où Apple en plus fait un travail justement pour essayer de conserver au maximum les PC, et je trouve que là, pour le coup, il y a pas Microsoft n'a pas vraiment d'excuses, hormis donc cet éventuel débat sur la sécurité, pour laisser de côté des PC de l'époque, puisque globalement le hardware a stagné comme jamais auparavant depuis ces dernières années, comme on le disait, surtout parce que Intel n'a rien foutu. Mais du coup, ça fait que globalement les machines qui étaient lancées un peu avec Windows 10 en 2015, à part des extrêmes de type mini tablette ou quoi, un peu vieillotte, globalement, tout est encore assez d'équerre par rapport à aujourd'hui. C'était déjà des puces qui étaient DirectX 12 à l'époque. C'était déjà voilà. Et d'ailleurs, dès 2016, il y avait du TPM intégré. Donc, il n'y a pas de raison vraiment de laisser de côté des gens en fait avec ce Windows.
Mais cet enjeu de responsabilité que j'évoquais va aussi dans ce sens-là. Il va aussi dans le sens de Microsoft de justement tout faire pour valoriser, encore une fois, si jamais ils maintiennent cette position vis-à-vis de Windows 11, hein, dans laquelle vous avez compris, je ne crois pas du tout, mais je pense que c'est aussi leur rôle de continuer à valoriser le rôle que peut avoir Windows 10 et pas subitement de passer dans un tout publicitaire de Windows 11, c'est le moderne, c'est le présent, c'est le futur, ce qui de facto sous-entend que le Windows 10 c'est le passé et que du coup il faut très très vite le remplacer, quoi. Bon, il y a beaucoup d'enjeux de communication et derrière, de stratégie et évidemment technique qui se mélangent. Demeurant, le débat est intéressant. Ce sera mon dernier mot, je pense, sur Windows 11. Il y aura certainement aussi un débat à avoir sur l'intégration. On est passé très rapidement dessus de Teams et de Xbox. Vis-à-vis de la position dominante de Microsoft et de son impact sur le marché. Alors, je suis du genre à penser aussi que Microsoft a plus du tout la position qu'il avait il y a 10, 15 ans, 20 ans vis-à-vis de Google ou d'Apple. Ils ont plus cette position ultra dominante si on regarde la tech au sens large et pas juste le PC. Cela étant dit, on parle quand même de l'intégration d'un service de conférences et de jeux vidéo qui ont des concurrents et qui sont intégrés d'un coup de façon très profonde et très utilisable par le grand public. Donc évidemment, il faudra surveiller ça aussi et je pense que ça fera débat. L'histoire d'Internet Explorer est en train de se redessiner en partie. Guillaume, Cassim a donné son mot de la fin sur Windows 11 ou sur la présentation de Microsoft. Est-ce que tu veux compléter avec un épilogue sur le sujet ? Non, mais c'est pas grave après. Hein. Je veux dire, j'ai l'air de beaucoup m'énerver, mais même si je dois rester sous Windows 10 pendant quelques années, je vais pas en mourir. Hein. Ça va bien se passer. Et effectivement, si je dois passer full Linux, je passerai full Linux. Hein. Tu sais, comme à l'époque, Microsoft disait aux gens qui étaient rebutés par la Xbox One connectés à Internet en permanence, ne vous inquiétez pas, on a un produit pour vous, c'est la Xbox 360. Je suis sûr que Microsoft va dire, ne vous inquiétez pas, on a un produit pour vous, c'est Windows 10. C'est horrible. Mais évidemment, on a bien... du groupe, c'est pas un problème, hein, je l'assume très bien. On a bien perçu, Guillaume, que ton combat n'est pas que personnel, mais il est aussi au niveau de certains enjeux et des directions du monde de la tech, et c'est forcément la place d'en parler dans un podcast comme Tech Café, forcément. On va mettre de côté Windows 11 pour quand même aller parler de choses un peu moins reluisantes dans la tech. Hein. On en avait déjà un petit peu parlé dans des épisodes précédents. Quelques éléments d'actualité autour notamment des crypto-monnaies et de piratage, Guillaume. Oui, vous vous souvenez sans doute de SolarWind, le groupe Nobelium, donc qui est un des principaux artisans de ce magnifique piratage, d'Orion, entre autres, qui a participé quand même à l'une des plus grosses campagnes de hacking de l'histoire. Évidemment, c'est pas fini. Nobelium s'est encore attaqué à Microsoft via une bête campagne de phishing, en fait, hein, qui a visé son service client. Apparemment, ils auraient réussi à obtenir un accès à des outils internes, hein, qui leur auraient permis d'apprendre plein de trucs, hein, sur les gros clients de Microsoft. Donc, les infos de contrat, les souscriptions cloud, tout ça. C'est des gens qui étaient pas sous Windows 11. Ah non, ça c'est clair, pas encore. Donc, c'est des clients qui ont été... ils ont été alertés, tous ces clients, mais enfin, ça la fout mal. Et tu sais ce qui la fout mal aussi ? C'est de fanfaronner après d'avoir tué une des plus gros groupes de ransomware et de le voir continuer à publier des infos confidentielles une semaine plus tard. Ça la fout mal. Et oui, parce qu'il semble bien que Klopp, avec un 0, ne soit pas mort. Hein. On a relaté sur cette antenne, hein, si j'ose dire, la semaine dernière, le coup de filet de la police ukrainienne. Il semblerait que ça a été que des petits poissons, voilà, des anchois, des cabillaud, des aigles fins, peut-être des harengs ou des dorades, je sais pas. Mais les requins ou les gros thons, je sais pas, s'ébattent toujours dans les eaux troubles du darknet. Et je coupe court tout de suite à cette métaphore aquatique beaucoup trop longue, parce qu'il semble que ces 6 personnes interpellées, finalement, ce soient des affiliés plutôt, tout simplement, que vraiment les cerveaux de la bande. Donc, en tout cas, il reste des cerveaux. Donc, ça illustre bien que ce qu'on disait sur l'organisation du milieu, c'est que c'est un écosystème en perpétuelle évolution qui est très résilient. C'est un gros souci. C'est un souci qui concerne tout le monde, hein, puisqu'il s'attaque à tout le monde, évidemment. Et ça fait qu'empire, en fait. Hein. Pour le moment, il y a une coopération internationale qui, à mon avis, est vraiment nécessaire pour avoir un impact un tant soit peu significatif. Premièrement avec les Russes, hein, parce que Poutine a beau dire qu'il est pour rien dans tout ça, c'est quand même indiscutable que les ransomware évitent dans leur majorité les machines russophones. C'est clair sur les forums dédiés au sujet, c'est clair aussi si on analyse les malwares. Par exemple, il y a une analyse de Ragnar Locker, qui est un cas intéressant d'ailleurs, parce que c'est un des premiers malwares à utiliser une machine virtuelle VirtualBox pour se dissimuler. Donc le principe général, c'est simple, c'est que autant on peut sandboxer des applications pour les protéger des malwares, autant on peut sandboxer les malwares pour les protéger des antivirus. Et ça, c'est une vraie tendance qu'on retrouve chez Maze d'ailleurs, par exemple, et c'est carrément inquiétant. En tout cas, c'est documenté que Ragnar Locker
il teste la disposition du clavier et il fait pas de mal si elle est russophone. Et ça, c'est quasi systématique. Donc c'est pas un hasard, hein. Donc voilà. Bon, évidemment, on rentre dans des considérations politiques. L'Ukraine, du coup, elle est plutôt du côté occidental. Mais du coup, c'est qu'une petite partie du problème. Donc voilà, c'est un problème très complexe. Dans l'épisode 234, effectivement, tu nous avais dessiné l'écosystème qui participait à ces activités de ransomware et on voyait que c'était très compliqué. On aurait dû nous-mêmes anticiper dans notre propre épisode, Guillaume, le fait qu'en arrêtant la clope, ça n'arrêterait pas la totalité de l'activité du groupe. On va parler crypto-monnaie avec le Monero. Ouais, un autre problème des enquêteurs qui ont peut-être de plus en plus, c'est qu'il est un problème d'ordre presque technique en fait, puisque tu sais les rançons, les achats de matos, tout ça, il faut bien que ce soit fait avec des fonds, que ça circule. Et voir comment ils circulent, c'est essentiel. C'est dans une enquête, tu vois comment les fonds circulent. C'est comme ça, en gros, que tu remontes un petit peu les filières. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Bitcoin n'est pas la meilleure monnaie à utiliser pour être super discret, puisque Bitcoin, c'est pas vraiment anonyme. Toutes les transactions sont liées à un wallet. Évidemment, il n'y a pas marqué ton nom sur le wallet, et toutes les transactions qui sont liées à ce wallet sont publiques. Ça, c'est un gros souci, parce qu'il faut blanchir, en fait, le Bitcoin, un petit peu comme on le fait avec du liquide. Et donc, il existe d'autres monnaies plus efficaces que ça, si on considère évidemment que le secret, c'est le principal critère. Et le plus utilisé, c'est Monero, qui est d'ailleurs la troisième monnaie, je crois, en crypto, enfin, la troisième crypto en volume, je veux dire, après Bitcoin et Ethereum. Et en fait, lors de l'attaque de Colony Pipelines, les victimes avaient le choix de payer en Bitcoin ou en Monero, et ils avaient une ristourne de 10 à 20%. Hein, s'ils payaient en Monero, on peut aussi le voir comme ils avaient un malus de 10 à 20% s'ils payaient en Bitcoin. Donc, Monero, c'est une monnaie qui est faite pour que les transactions ne soient pas traçables. Donc c'est un super outil pour tous ceux qui veulent rester secrets. Donc c'est un truc qui est né en 2014, ça voulait être le plus proche possible du cash, tout simplement. Donc, les criminels sont pas les seuls à utiliser Monero, bien sûr, mais bon, son adoption de plus en plus fréquente par les cybercriminels font qu'elle a une réputation qui est de plus en plus sulfureuse. D'ailleurs, il y a de plus en plus de places de marché sur le dark web qui utilisent exclusivement Monero pour vendre et acheter des trucs. C'est une bonne raison, puisque cette monnaie est très efficace, c'est vrai, et elle pose de vrais problèmes aux polices du monde. Elle complique les enquêtes, c'est Europol qui le dit, à tel point que beaucoup de bourses crypto ne veulent plus trader de Monero parce que c'est trop suspect. Et puis c'est un petit peu aux antipodes de toutes les réglementations sur la transparence bancaire, des réglementations d'ailleurs qui vont s'appliquer de plus en plus aux cryptos comme au reste de tous les produits financiers. La semaine dernière, les Anglais et les Japonais rappelaient Binance à l'ordre, puisque les Anglais en particulier les interdisaient les Anglais interdisent à Binance de faire des produits dérivés à base de crypto. En tout cas, de vendre des produits dérivés à base de crypto sur leur sol. Bon, Monero va-t-il remplacer petit à petit le Bitcoin et compliquer encore la vie des flics ? C'est possible, mais c'est pas inévitable parce que Monero, c'est une petite monnaie et faire des très grosses transactions, ça peut poser problème. Après tout, faut les trouver, quoi. Et une victime peut payer qu'avec des fonds qu'elle peut se procurer. Donc le Bitcoin, évidemment, c'est plus facile. Alors, c'est plus facile à trouver. Et bon, pour enchaîner, pour aller plus vite, c'est pas les frères Keiji qui vont dire le contraire. Je sais pas si vous avez lu cette histoire, c'est magnifique. Oups, on ferme. On peut conclure, en disant deux mots sur parce que c'est quand même le record de la plus grosse fraude de l'histoire en matière de crypto. Peut-être même de fraude tout court, ça je sais pas. C'est l'histoire qui est assez simple, de deux frères sud-africains, donc c'est Amir et Raïs Kaji, qui lance AfriCrypt en 2019, c'est une plateforme d'investissement en crypto, et qui, mi-juin 2001, s'évapore dans la nature avec 69 000 bitcoins, les 69 000 bitcoins de leurs clients. 69 000 bitcoins, c'est 3 fois la précédente plus grosse fraude sud-africaine, qui était aussi la plus grosse fraude mondiale à l'époque, et ça représentait au moment des faits, donc ces 69 000, 3,6 milliards de dollars. Qui dit mieux ? Bon, Bernard Madoff est-il battu ? Je sais pas en fait. Je sais pas combien a gagné Madoff honnêtement, parce que tu sais qu'il a fait une énorme pyramide de Ponzi, mais je sais pas combien lui il a gagné. C'est le fameux. Je sais pas. C'est le fameux émir à qui me demandait un transfert sur Western Union. Je reconnais ça. Mais peut-être. En fait, tu sais que l'héritage bloqué en Afrique que je dois aller chercher. Ah, c'est donc ça y est, on l'a identifié alors, super. On va parler encore un tout petit peu de Microsoft parce que évidemment ils détiennent LinkedIn et LinkedIn c'est quoi ? C'est désormais probablement un record parce que on a une nouvelle fuite de 700 millions de comptes LinkedIn qui sont disponibles. C'est 92% des comptes LinkedIn. Donc il y a fort à parier que si vous êtes sur LinkedIn, vos données figurent dans ces données qui sont à vendre sur le dark web. Ça contient vos adresses email.
parce que oui, vous pouvez avoir d'ailleurs plusieurs adresses email sur LinkedIn. Votre nom, prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse physique, l'enregistrement de plusieurs points géographiques que vous avez pu parcourir, évidemment votre nom d'utilisateur et profil LinkedIn, forcément votre sexe et éventuellement d'autres comptes de réseaux sociaux et d'autres noms d'utilisateurs. Est-ce que c'est un vrai hacking cette fois, ou c'est juste parce que je sais que la dernière fois il y avait eu un peu une fausse info c'était en avril je crois, sur LinkedIn en particulier. En plus c'était déjà LinkedIn, sur le fait que alors certes il y avait des informations qui étaient publiques quoi en gros, mais c'était fait par du scrapping et c'était pas du tout. Alors là a priori c'est un hack qui exploite l'API de LinkedIn, donc effectivement ça se rapproche un petit peu du scrapping, mais et c'est pas non plus quelqu'un qui s'est introduit à l'ancienne dans la base de données et qui aurait récupéré de la data, mais effectivement ça exploite probablement des failles dans les API pour qu'on puisse récupérer autant de données. Donc ouais, c'est pas un scrapping, c'est pas un hacking, mais en tout cas c'est à mi-chemin entre les deux, je dirais. Je dis pas que c'est parfaitement ok et tout, hein. Je dis juste que du coup c'est pas forcément. Clairement. Ça peut être souvent sur ce genre. Enfin, des fois ça fait un peu la une des journaux et c'est juste des. En gros, c'est les données publiques des gens et c'est juste quelqu'un qui s'est fait une API ou une app quoi qui va aller chercher les données publiques que tout le monde a mis sur la plateforme quoi en gros. Mais c'est pas forcément une violation. Enfin, c'est des données que les gens avaient mis en public en fait. Des fois sans le savoir ou des fois sans faire gaffe etc. Et ça rend pas le truc super cool hein, mais voilà. Ouais. Là, a priori, bon, il y a quand même pas mal de données qui se recoupent pour laisser imaginer que c'est pas que de la donnée publique qui a été scrappée, mais c'est quand même, quand tu y penses, 92% des utilisateurs, quoi. C'est un taux. Encore une fois, t'as ton compte sur LinkedIn, il est très peu probable qu'ils aient pas ton numéro de téléphone, ce qui est un petit peu sensible, quoi. On clôture cette rubrique sulfureuse de la tech, Guillaume. Ouais, avec John McAfee. John McAfee est mort. Forcément. Il se serait suicidé dans une prison espagnole, donc voilà, son improbable cavale, conclut son improbable vie, et qui se termine d'ailleurs quand même assez abruptement avant même son extradition aux US. Donc McAfee, c'est vrai que c'est quand même un personnage vraiment incroyable. Alors bon, évidemment pour moi pendant longtemps ça a été juste une solution antivirus, et c'était la première en fait, parce qu'elle date de 87, c'était une célébrité, il a fait aussi partie de Zone Alarme, que j'ai utilisé d'ailleurs en son temps. Et puis dans les années 2000, et puis dans les années, c'est vrai. Effectivement, comme le fait remarquer Cassim, heureusement qu'il n'est pas mort d'un virus, bravo. Non, ça serait été dommage de la passer sous silence. Non, mais c'est vrai que McAfee, dans les années 2000, c'est devenu une source inépuisable de nawak, hein. C'est devenu un mème. Et pourtant, ce mec était très riche, hein. Dans les années 90-2000, il a eu jusqu'à 100 millions de dollars de fortune personnelle. Mais suite à la crise de 2008, il en a perdu 96%, en fait. Il avait construit des maisons de luxe un petit peu partout à la chaîne. Elles se sont pas vendues et la crise de l'immobilier aidant, voilà, il a tout perdu. Bon, il a aussi liquidé ses parts de McAfee antivirus avant qu'il ait été racheté une fortune par Intel, ce qui est quand même dommage. Mais à partir de là, c'est parti en sucette totale, quoi, hein, puisqu'il s'est établi au Belize. Il devient une sorte de même vivant qui trempe dans toutes sortes de combines. Des antibiotiques naturels, des plantes locales, des cours de yoga, un appareil anti-surveillance NSA, les cryptos. Bon. En fait, on soupçonne son labo d'antibiotiques d'être une couverture pour faire de la drogue, hein, puisque John est toxicomane notoire. Il noue des liens avec la pègre locale, il a des gardes du corps armés, il vit avec des prostituées, il est surpris par l'anti-gang local au pieu avec une gamine de 17 ans. Mais c'est qu'après le décès par balle de son voisin en 2012, avec lequel il s'entendait d'ailleurs pas du tout, que McAfee doit quitter le Belize pour retourner aux États-Unis. Alors il va fuir au Guatemala, il est pris, il va simuler une crise cardiaque en prison pour empêcher son rapatriement au Belize. Il y a une cavale qui dure 2 semaines. Bon, finalement il rentre aux États-Unis et ça s'arrange pas, hein. C'est qu'en 2013, il publie une histoire rocambolesque, selon laquelle il aurait piégé avec des logiciels espions 75 ordinateurs portables qu'il aurait distribués à toutes les personnalités du Belize, et il aurait espionné donc le gouvernement avec une 30aine de personnes. C'est très difficile à croire. C'est que comme quand il participe à un forum de discussion russe sur la drogue en indiquant les effets puissants de composés qu'on trouve dans les sels de bain, on ne sait pas s'il est sérieux. Son mode de vie Thug Life, hein, c'était pas un secret. En 2015, il a été défoncé avec des armes. Sur YouTube, tu trouves encore une vidéo comment désinstaller McAfee antivirus.
Ah oui, elle est incroyable, celle-ci. C'est un témoignage sobre hein, de John en robe de chambre avec des prostituées, des armes, de la drogue. Enfin, c'est la lue complète. Il s'est présenté à la présidentielle 2 fois, en 2016 et en 2020, pour le Parti libertarien. À distance, hein. Ah, complètement. C'est un évangéliste du Bitcoin aussi, d'ailleurs, hein, qui se vante de gagner des milliers de dollars par jour avec les cryptos. Il va promouvoir pas moins de 7 ICO pendant la bulle de 2017. Il assure que le Bitcoin va atteindre le million de dollars en 2020. Bon, en fait, il est payé pour ça, tout simplement, et la SEC le découvre, qu'il était rémunéré en token ou en Bitcoin hein, pour faire sa pub. Ça lui aurait rapporté 23 millions de dollars, et sur lesquels, en bon libertarien, il voyait pas du tout pourquoi il aurait à payer des impôts. Bon, évidemment, c'est pas l'opinion de tout le monde, donc Interpol lance un mandat d'arrêt international pour fraude fiscale. Il encourait quand même jusqu'à 30 ans de tôle, et du coup, il s'est fait arrêter en Barcelone en 2020. Bon, il menace encore de dévoiler 31 téraoctets compromettantes sur le monde entier. On sait pas, enfin bon, s'il lui arrivait quoi que ce soit. Écoute, on verra bien si ça sort, c'est peu probable, hein, parce que John était sans doute complètement mythomane. En tout cas, si le perso vous amuse, en 2017, le podcast Distorsion a fait un épisode sur McAfee et son histoire de meurtre au Belize. Il y a une source, c'est une source de n'importe quoi incroyable, McAfee. Bon, c'est voilà un personnage vraiment très très bizarre et très très malsain pour un mec qui faisait des antivirus. Il avait tweeté sur le fait que s'il était retrouvé pendu, c'est que il se serait pas pendu. Donc forcément, ça spécule à fond puisqu'il a été retrouvé pendu dans la prison en Espagne. On enchaîne. Je sais pas si tu voulais rajouter un mot sur que ce soit John McAfee ou les autres sujets, Cassim, qu'on a relayés juste avant. Non, c'est pas spécialement, à part que McAfee, c'est bien de le désinstaller. Ouais, il a été désinstallé du monde. Non, mais voilà, en dehors du créateur, malheureusement, même l'antivirus en lui-même, loin de, enfin, très indépendant de la vie sulfureuse de son créateur, et pas non plus le logiciel le plus recommandé au monde, hein, honnêtement. Ouais, c'est pas le plus efficace, loin de là, effectivement. Il avait été racheté assez vite, hein, je crois, mais bon. C'est Intel qui l'a racheté. Quand même. Ouais. Une fortune, hein. Plusieurs milliards de dollars, je crois, 7 milliards, il me semble, à l'époque. Ah bon, j'avais pas ce chiffre-là en tête, surtout à cette époque. Ah ouais, ah la vache. C'était la marque qui était très valorisée, j'imagine, à l'époque. Allez, rubrique quand même, quelques mots autour des jeux vidéo pour terminer cet épisode, Guillaume. Oui, Fidelity FX Super Résolution, tu sais, la solution clé en mode d'upscaling d'AMD. Donc c'est typiquement le genre de truc qui va te rappeler que dans la vie, il n'y a pas de miracle. Voilà, il n'y a pas de magie. Voilà, c'est tout. Tu vois, c'est ce vieux prof de physique austère hein, qui t'explique que non, tu peux pas aller chercher le trésor au pied de l'arc-en-ciel parce que un arc-en-ciel, ça a pas de pied, ça a pas d'origine. C'est un phénomène purement optique. Voilà, c'est lui-même qui va te faire un calcul de probabilité quand tu vas jouer à l'euro million, tu vois, ou que tu te présentes à The Voice. Oui, Fidelity FX, il fait très exactement ce qu'on attend de lui, avec l'efficacité à laquelle on pourrait s'attendre, voilà, vu les contraintes qu'AMD se pose à lui-même. Donc, FFXR, Fidelity FX Super Resolution, ouais, je sais, finalement ça s'appelle moins long, en tout cas c'est quoi? C'est un algo d'upscaling, donc il va booster le framerate tout simplement parce que la carte va rendre moins de pixels et que le reste est reconstruit par l'algo. Bon, même principe que DLSS, sauf que XSR, il est purement spatial. La solution d'AMD, elle est beaucoup plus simple, hein, elle vient après la passe d'anti-aliasing. Donc en fait, il connaît rien des frames précédentes, il connaît rien de la profondeur, il n'utilise aucun circuit spécifique, il est complètement agnostique sur la carte graphique. Donc il a beaucoup de contraintes, et compte tenu de ces contraintes, il est pas mauvais. Son truc, c'est de détecter et de préserver les bords des objets. Et ça marche bien. Par contre, tous les détails qui sont pas les bords, donc les textures fines, les cheveux, l'écorce, le métal, tout ça, ça passe à la trappe, hein, d'autant plus qu'on pousse l'algo vers la performance. D'ailleurs, l'image aussi est moins stable, et c'est parfaitement logique, puisqu'il n'y a aucune composante temporelle. Donc les comparatifs de Digital Foundry sont assez clairs. Ce Super Resolution, il préserve mieux les bords que filtre bilinéaire débile, mais il préserve pas beaucoup mieux le reste. En fait, il fait même moins bien que la solution de temporal super sampling d'Unreal Engine, même en l'absence de comparaison directe sur un même jeu, hein, il est quasi certain qu'il fera aussi moins bien que DLSS, et c'est tout à fait normal, puisque l'algo a à sa disposition beaucoup moins d'informations qu'un temporal upsampling, il a aussi beaucoup moins d'informations et beaucoup moins de puissance de calcul que le DLSS, donc il n'y a pas de miracle, hein, voilà, les détails sont moins bien reconstruits. Après, il y a aussi des avantages, puisque c'est ultra simple à mettre en œuvre, ça marche sur toutes les plateformes, sur PlayStation 5 et Xbox Series aussi, sur les PC, même les PC de GeForce, donc c'est cool. Bon, quand je vois la qualité du temporal anti-aliasing qui est déjà intégré à Flight Simulator, je suis pas sûr vraiment de gagner au change, mais bon, c'est une solution de plus, voilà, pour les développeurs qui veulent pas investir dans une implémentation maison ou sur un système proprio, comme celui d'NVIDIA par exemple,
Et puis bon, il n'est pas exclu, il est même probable que FFXSR s'améliore avec le temps, quoi. Avec les nouvelles versions, tout ça, donc c'est plutôt cool. On va parler d'un petit peu d'archéologie du jeu vidéo. Tu nous as retrouvé une vieille version relativement rare de Minecraft, Guillaume. Ouais, Minecraft, c'est un jeu qui se balade sur les PC depuis plus de 10 ans, il a été mis à jour un nombre incalculable de fois, et puis bon, tu sais qu'il est possible de jouer à presque toutes les versions de Minecraft via le launcher, ce qui permet de rejouer à Minecraft 1.0, voilà, là il est en 1.17, bon, il y a eu beaucoup plus de 17 versions publiées, il y a eu des alphas, des bêtas, voilà, tout ça, et tout ce que vous voulez, et le jeu a pas mal changé en fait, avant même d'être en version 1.0, à tel point qu'il y a une certaine version alpha 1.1.1 qui semblait être perdue à jamais, il faut dire qu'elle est restée disponible moins de 4 heures parce qu'elle avait un gros bug. Figurez-vous que le sens de l'organisation très approximatif de Luna Sorcery a permis de sauver cette version de l'oubli. Elle l'avait simplement téléchargée en 2009, elle avait oublié, elle avait transféré un gros vrac sur un disque externe quand elle a changé de PC, puis là, retrouvée par hasard la semaine dernière. Et bon, écoute, c'est quand même pour le plus grand bonheur des archivistes Minecraft, puisqu'il y en a. Il y a le groupe OmniArchive qui veut préserver toutes les versions de Minecraft depuis les origines. Parce que c'est aussi ça la préservation, quand un jeu évolue tous les ans, c'est pas évident de le préserver, c'est quoi Minecraft, c'est quoi World of Warcraft, et pour la préservation des jeux vidéo, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on peut pas vraiment faire confiance aux éditeurs, ni même aux créateurs, puisqu'ils ont quand même des contraintes, il faut qu'ils fassent de la place, des tris régulièrement, comme tout le monde. Donc la communauté de fans, finalement, c'est celle qui est peut-être la plus fiable pour la préservation du patrimoine vidéoludique, même si ça peut parfois flirter avec les limites de la légalité, et ça, c'est vrai que ça m'amène un petit peu à cette dernière news jeu vidéo qui est quand même très triste. Donc, ouais, tu veux terminer toutes les rubriques de cet épisode par des avis de décès, c'est ça? Écoute, oui. je me rends compte que oui, en plus. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment terrible. Bon, alors, si vous avez déjà utilisé un émulateur Super NES, ou autre truc 16-8 bits, il y a des chances que vous connaissiez BSNES, ou Hygan, ou dernièrement Ares. Donc les deux derniers sont des multi-émulateurs, donc Ares prend en charge plein de trucs, comme la Famicom, la Super NES, la PC Engine, la Neo Geo, bon. Et BSNES, comme ces émulateurs-là, mais BSNES a été le premier, donc BSNES, il se construit uniquement sur la Super Nintendo. Tout ça, c'est des émulateurs qui sont très précis. Voilà, leur but, c'est de viser la précision et la fidélité maximale. BSNES, il est précis au cycle près. C'est vraiment un chef-d'œuvre du genre. C'est la meilleure émulation de Super NES, je pense que tu puisses trouver. Et bon, développer un émulateur, c'est quelque chose d'important. C'est pas une œuvre de pirate, c'est un travail d'archiviste en fait. C'est un travail d'ingénieur aussi, évidemment. Ça demande une somme de travail colossale. Et elle est extrêmement importante en fait. Ce travail est extrêmement important parce que les logiciels et la doc créés en parallèle de ça, au bout du compte, c'est tout ce qui va rester. C'est tout ce qui restera de ces machines. Parce qu'une Super Nintendo, c'est robuste, mais c'est pas fait pour durer 100 ans. La mienne, elle a 25 ans, elle marche encore, c'est bien, mais dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, quand toutes les dernières machines fonctionnelles sont dans les musées, qu'est-ce qui nous restera? Tout ce qui nous restera, ce seront les émulateurs et les ROM, parce que c'est de l'information. L'information, c'est indestructible tant que tu te donnes la peine de le copier de support en support. Et en fait, les sites de ROM, même s'ils peuvent être perçus pour être des trucs illégaux, remplis de ROM piratés, ils ont déjà sauvé de l'effacement complet de nombreux jeux. On n'en compte plus, en fait. Il y a énormément de jeux d'arcade en particulier, puisque les jeux d'arcade, il y a eu un nombre assez limité, qui ont été virés assez rapidement. Il y a énormément de jeux d'arcade et qui n'existent déjà plus que sous forme de ROM, copiés par des passionnés qui les ont sauvegardés et donc qui les sauvegardent de l'oblitération totale. Tout ça pour dire que les devs d'émulateurs font un travail formidable et que donc Biou, qui s'est fait plus tard appeler Nier, qui a développé BSNES, Hygan et Ares, était parmi les meilleurs. Et donc il ou elle a consacré une bonne partie de sa vie à la préservation du jeu vidéo, que ce soit via ses émulateurs ou via des initiatives de copie ou de scan de cartouches. Et donc c'est vraiment avec une vraie tristesse que j'ai appris sa mort la semaine dernière, d'autant plus que c'est par suicide, et que c'est un suicide qui fait suite à une longue campagne de harcèlement dont il ou elle était victime, et qui a même débordé sur ses proches. Donc c'est vrai qu'on entend souvent parler de cyberharcèlement, Nier est loin d'être seul, malheureusement, se faire malmener en ligne, et ça c'est pas tolérable. Surtout, le cyberharcèlement, faut rappeler, c'est un délit, c'est illégal et c'est punissable. Il ne faut pas rester seul, on peut se faire aider, on peut se défendre, on peut contre-attaquer. Si vous êtes harcelé, vous pouvez faire appel vous devez même faire appel à la police ou aux gendarmes, vous pouvez porter plainte, vous pouvez prendre tes captures d'écran, vous pouvez enregistrer les messages, tu peux faire carrément ton dossier, c'est utilisable lors d'un procès. Il faut porter plainte, même contre X. Parce qu'il est possible de débusquer facilement les harceleurs, parce que le plus souvent, les harceleurs, ils ont pas le niveau pour intégrer un gang russe, de ransomware comme Revil ou Clop. Ne vous inquiétez pas. Donc, les peines encourues, c'est pas de la blague.
Les peines encourues pour cyberharcèlement, c'est 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende pour une victime de plus de 15 ans. C'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende si elle a moins de 15 ans. Ça, c'est pour un harceleur majeur, mais même si le harceleur est mineur, il a encore une peine de prison. 18 mois si la victime a moins de 15 ans et 7 500 euros d'amende. Donc c'est pas une plaisanterie, c'est très sérieux. Donc évidemment, faut pas se laisser faire. La loi est de toute façon du côté, la loi est de votre côté, clairement. Bon, allez voir les détails, tout ça, sur servicepublic.fr, ils vous donneront plus de détails que moi, si ça vous intéresse. D'ailleurs, il y a aussi un numéro gratuit, qui est, Net Écoute ou non harcèlement, pour en parler, que vous soyez victime ou seulement témoin, c'est le 30-20 ou le 30-18. Même si là, c'est plus dans un cadre scolaire, quand même, mais bon, voilà. Donc, il y a des moyens, il faut pas rester seul, c'est intolérable. Le cadre scolaire qui doit être largement un des cadres qui doit rassembler beaucoup de cas de harcèlement, même si c'est loin d'être exclusif, évidemment. Cassim, est-ce que tu as une dernière remarque sur cette rubrique jeux vidéo, ou sur quelque chose qu'on n'aurait pas mis dans le conducteur et qui mériterait qu'on en touche un mot, ou même sur, par exemple, la rubrique en vrac, que tu fais partie des privilégiés qui peuvent voir les news en vrac. Je sais pas s'il y a un dernier mot sur cette émission que tu voulais. Bien sûr, il y a 1000 choses que j'aimerais ajouter. Non, allons-y, on se retrouve sur vas-y. La version longue de ce podcast. Sur Fidelity FX, quand même, je suis assez positif. Enfin, j'ai été surpris positivement par quelque chose sur lequel je n'entendais pas grand-chose, justement. Nvidia, avec le DLSS, a vraiment montré à quel point ça pouvait faire des miracles quand quelque chose est vraiment pensé et technologiquement de façon très intéressante avec de l'intelligence artificielle. Et vraiment, le DLSS fait des miracles, mais demande un hardware dédié et restreint, et on est vraiment dans le côté le truc propriétaire qui est meilleur que le reste du marché mais qui est propriétaire, versus AMD qui se veut ouvert. Alors c'est pas encore disponible en open source, mais il se veut ouvert en tout cas avec leur algorithme, et quelque chose surtout qui est très agnostique effectivement sur le matériel embarqué. Donc a priori ce sera compatible avec les consoles de jeux, et puis c'est même compatible si t'as une vieille carte graphique Nvidia, tu peux utiliser l'option dans les jeux compatibles. Et ça reste quelque chose qui sera très, à mon avis, clé en main pour les développeurs, plus que les solutions de Unreal Engine ou autres. C'est quelque chose qui va servir un peu de base, j'ai l'impression, enfin qui est très intéressante, je trouve, en tout cas en termes de base technologique. Dès qu'il y a une alternative, en gros, elle est meilleure, mais c'est la meilleure base technologique qu'on ait, qui soit la plus agnostique possible et qui puisse permettre d'augmenter les performances facilement. Ça boucle un peu avec notre sujet sur Windows 11 puisque ça permet très bien, et surtout en période de pénurie, de garder son vieux PC un peu plus longtemps. Si on a une GTX 1000 par exemple, qui est pas du tout compatible avec DLSS, de booster facilement les performances, même si oui, il y a une dégradation de l'image. Ça permet au moins, surtout avec le mode très haute qualité, de essayer d'avoir une sorte de compromis qui est assez intéressant. Et je pense que pour le grand public notamment, qui est moins regardant sur la qualité d'image qu'un Digital Foundry, que j'adore regarder, mais qui sera moins regardant sur la qualité de l'image, même si c'est visible entre la version native et quand tu la mets côte à côte avec la version améliorée par AMD FSR, je pense que pour le très grand public, ça peut être une belle solution pour amener ce gain de performance qui, lui, pour le coup, est très très sensible. Enfin, tu peux facilement remarquer quand tu passes de 30 images qui toussent par seconde à du 60 images fluides par seconde. Là, je pense qu'il y a une belle différence de fluidité et de performance dans le jeu qui te rend beaucoup plus agréable, même si ça se fait au prix d'une dégradation de l'image qui, à mon avis, sera pas perçue par le très grand public, quoi. Ouais, d'autant qu'il faut du matériel pour voir la différence quand il y a un upscaling de qualité, mais pour le coup, quand il y a une amélioration des performances, t'as pas forcément besoin d'un matériel très onéreux pour te rendre compte de la différence, c'est ça, quoi. Bah, ça permet de garder à côté, de mettre en qualité maximum un jeu. J'ai été vraiment surpris par la capacité du système. J'ai plus les résultats sous les yeux, mais nous, quand on l'a testé, avec une vieille GTX 1000, de pouvoir faire tourner Godfall, donc qui est un des jeux de nouvelle génération, alors sans les effets de ray tracing, mais à 30 FPS en 4K avec une GTX 1070, donc qui est une vieille carte graphique maintenant et qui est pas du tout capable de faire tourner le jeu en 4K normalement. Ouais. Là, il le faisait tourner au moins à 30 images par seconde. C'est un mal pour un bien. Je trouve ça vraiment intéressant en tout cas comme base. Après, si vous avez le choix avec le DLSS, foncez vers le DLSS, mais c'est vraiment une technologie pour
tous les autres, justement, ceux qui sont pas privilégiés et qui n'ont pas accès à cette technologie-là, quoi. Ok, donc oui, c'est pour ceux qui pourront pas passer sous Windows 11, quoi, du coup. Ok, merci beaucoup Cassim pour ce complément. Merci évidemment beaucoup à toi Guillaume pour la préparation de cette émission. On va vous rappeler où est-ce qu'on peut nous retrouver à titre individuel. Cassim, c'est simple, si on veut te retrouver, comment on s'y prend? Eh ben, on s'y prend facilement sur Twitter. En remettant son micro, enfin, voyons. Sur twitter.com/notecassim et noté CA2SIM, et puis surtout sur frandroid.com, bien sûr, qu'on appelle maintenant en interne Fra Windows 11, hein, puisque on est devenu spécialiste. Non, mais vraiment, on essaie de faire un suivi très complet de l'actualité tech, que ce soit sur Android évidemment, mais aussi chez Apple, chez Windows, et du côté du gaming, je pense qu'on est bien en voie pour devenir la référence tech avec de l'information qui reste de qualité. On ne s'étend pas non plus à aller vous faire des articles qui seraient trop faciles et trompeurs ou faux, voire hors sujet. Je pense qu'on reste assez pertinent malgré notre ligne éditoriale élargie par rapport à Feu Android dédié à Android. Et vous aviez changé de logo, moi j'aurais milité en douce pour que vous changiez même, fassiez évoluer votre nom, parce que Frandroid, il y a quelque chose d'assez réducteur, mais j'imagine bien qu'il y a des enjeux de référencement derrière qui sont pas évidents. Et puis c'est une marque aussi qui perdure et ça a de la valeur évidemment. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir rejoints. On survivra à Android avec Frandroid. Oui, c'est vrai. Je sais pas si c'est la meilleure analogie, beau. mais voilà. Allez là. Si votre ambition c'est d'être le McAfee de l'ActuTech, écoute, je ne peux que vous souhaiter le meilleur des avenirs, Cassim. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Moi, je pense qu'on me retrouvera sur Windows 10 jusqu'en 2025 à peu près. Hein. Oui, ouais, j'aurais dû m'y attendre, effectivement. Merci beaucoup. Mais tu verras, ils changeront d'avis. Si, vous verrez d'ici octobre, vous verrez. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Vous nous retrouvez sur patreon.com/techcafé si vous pensez que cette émission vous a apporté un petit regard en plus, des sourires en complément et de l'info que vous aviez pas forcément suivi sous cette forme-là. Donc on compte évidemment sur vous. Je compte évidemment aussi beaucoup sur vous pour aller déposer des commentaires sur les magasins de podcasts comme Apple Podcast. Et puis en attendant, je ne peux que vous inciter à aller jeter un petit coup d'œil à Paraculte, où vous avez des épisodes. Alors il y a un épisode solo de Guillaume Poggiaspala que je vous invite à l'écouter, mais il y a aussi un épisode qui arrivera dans quelques jours, un crossover avec Xavier, mon copain podcasteur qui fait le podcast dédié au livre dont vous êtes le héros. Vous allez voir, c'est un duo qui fonctionne très bien entre Guillaume Poggiaspala et Xavier, donc évidemment allez vous abonner à Paraculte pour écouter toute cette actu. Merci beaucoup aussi d'aller jeter un coup d'œil à Relife, le podcast sur l'amélioration du quotidien et le développement personnel. Avec Matt, on vous en parle tous les 15 jours, des sujets qui nous sont chers. En attendant, je vous dis rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Ciao.